Alors bonjour tout d'abord et merci à François Walter pour ce résumé qu'il a fait très brillamment et auquel je souscris entièrement. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que, comme il l'a bien montré, c'est avec l'émergence des États-nations qu'est venu ce besoin d'avoir quelque chose de collectif, de perceptible, que l'on retrouve dans l'image, dans le texte, dans le costume, dans des fêtes, et d'avoir comme ça une image. Donc, on remarque qu'à l'échelle, en tout cas de l'Europe, mais aussi de certains autres pays dans le monde, il y a eu toute une période, notamment au XXe siècle, où on a un peu partout fait la même chose. On a formalisé des costumes, des danses folkloriques, on a inventorié les bâtiments ruraux traditionnels, les outils, les musiques, etc. Et il y a eu peut-être quelques phases au cours du XXe siècle qui nous permettent aussi un petit peu de l'éclairer. Monsieur Walter a parlé de l'émergence du folklore, de la Volkskunde, de l'ethnologie, qui se sont intéressés à tout ça depuis le milieu du 19e. En Suisse, au début du XXe siècle, il y a eu un grand mouvement sous l'égide de la Société suisse pour les traditions populaires, qui existe toujours, qui est basée à Bâle, pour récolter les contes, les légendes, les chansons. On a été dans toutes les vallées, on les a écrits, on les a, quelques années plus tard, dès qu'on a pu techniquement le faire, on les a enregistrés, on les a transcrits et on a archivé tout ça avec cette idée qu'il y avait des personnes âgées qui allaient mourir en emportant ce savoir et qu'il fallait le récolter. Donc, une des premières difficultés dans toute cette question des traditions, c'est qu'on a l'impression que cette tradition est toujours transmise par les personnes âgées. Et quand aujourd'hui on regarde ces récoltes, on se rend compte qu'on n'a pas enregistré une jeune maman qui chante à son enfant parce qu'on a enregistré seulement le grand-père. Parce qu'on pensait que ce que le grand-père chantait était plus authentique que ce que la jeune maman chantait à son enfant. Donc on se rend compte que dans ces traditions, on a très peu interrogé les femmes, très peu interrogé les jeunes, très peu interrogé les adolescents, et que ça, c'est des choses qui ne sont pas visibles dans les traditions parce que ça n'a pas correspondu à ce qu'il semblait qu'on devait garder à tout prix, parce que ce qu'on veut garder, c'est ce qu'on a peur de perdre. Donc ça a été très fort dans les études ethnographiques qui ont été faites en Suisse juste avant la Première Guerre, 1812, la première récolte de ces chansons et de ces contes qui ont été publiés, qui ont été archivés. Ça a continué au milieu du XXe siècle avec ce qu'on a appelé l'Atlas de folklore suisse, où on a mis sur une carte de Suisse les différentes manières de faire. Alors là, on s'est intéressé à différentes choses, à la manière de se dire bonjour, à qu'est-ce qu'on fume, à quelle carte on utilise pour jouer, à comment est-ce qu'on travaille avec les chevaux. Il faut bien se rappeler que cet atlas de folklore suisse a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale et a voulu démontrer, il y est parvenu d'ailleurs, que contrairement au pan-germanisme de Hitler, la Suisse était faite de frontières différentes et que les frontières des langues ne coupaient pas les mêmes frontières que des frontières de pratique. Par exemple, la différence entre la Suisse romande et la Suisse allemande de la langue suit une certaine frontière, qui est encore la frontière linguistique qu'on appelle plus ou moins celle de la Sarine, mais la différence entre les cartes à jouer romandes et les cartes à jouer alémaniques se situe plus à l'est, à la Reuss, et on a ainsi pu dessiner quelque chose qui est devenu une tradition suisse, c'est d'avoir des frontières différentes pour tout. Et peut-être ce qui est devenu un peu une particularité de la Suisse, c'est de dire on tient ensemble parce que finalement il n'y a aucune concordance entre des différences, entre la ville, la campagne, entre les catholiques, les protestants, entre les alémaniques, les tessinois, les romans, les romanches, entre la manière de nouer les gerbes de blé, de construire les maisons, de nouer son foulard. Tout ça est tellement compliqué qu'on a réussi à donner cette image qui correspond idéologiquement aussi à l'idée du fédéralisme suisse. Donc on a, dans ces années de la Deuxième Guerre mondiale, créé une idée des petites patries, c'est-à-dire la Suisse, c'est les 22 cantons, maintenant ils sont 23, on parle plutôt des 26 cantons et demi-cantons, qui ont chacun leurs particularités et ces particularités sont régionales. Donc ça va donner pour ceux qui sont les Suisses expatriés, qui voient le tout d'un peu plus loin, un peu une difficulté.
parce que les traditions suisses se cultivent dans une diversité, dans un ancrage local, dans des spécificités. Si vous regardez encore aujourd'hui les costumes, même qu'ils aient été créés de toutes pièces, comme M. Walter l'a montré, eh bien, il y a des costumes pour chaque canton. À l'intérieur de chaque canton, il y a des régions, des vallées. Et les gens qui sont dans la société suisse des costumes savent les reconnaître très exactement. Dans le canton de Fribourg, par exemple, les sociétés de chant portent des costumes et les personnes se reconnaissent parce que savent que tel tissu, c'est le chœur mixte de Trévaux et tel autre tissu, c'est la fanfare de Charmey. Et comme les clans écossais. Donc il y a quelque chose qui se met dans cette espèce de kaléidoscope extrêmement subtil et un peu plus à usage interne, parce qu'évidemment que pour ceux qui sont un peu plus éloignés, c'est difficile d'avoir une idée un peu plus unitaire. J'aimerais juste encore souligner aussi qu'il y a une phase beaucoup plus récente de cet intérêt pour les traditions qui date de 2008, avec la signature par la Suisse de la Convention de l'UNESCO pour le patrimoine immatériel. Vous connaissez peut-être cette convention qui stipule qu'à côté du patrimoine mondial, où on a classé des monuments, des sites naturels et des sites culturels, il était indispensable pour la reconnaissance que l'humanité devait à la diversité de son génie, de pouvoir reconnaître aussi des choses qui n'étaient pas ancrées dans des pierres, dans des cathédrales, dans des châteaux, mais dans la pratique populaire. Cette convention a une obligation qui est d'en faire un inventaire, et là on rejoint ce qu'a dit M. Walter, de nouveau faire une espèce de catégorie, de mettre ça dans des cases, parce qu'à l'UNESCO, il y a 5 types de traditions qui ont été classées pour suggérer en fait à quoi on s'intéresse. Donc c'est les pratiques orales, c'est la connaissance de la nature, c'est l'artisanat, c'est les rites de la société, et j'en oublie toujours un, et les arts scéniques. Donc en 2008, la Suisse a commencé à faire cet inventaire, et à ce moment-là, c'est l'Office fédéral de la culture, ce qui est une nouveauté, parce que je vous rappelle que dans la Constitution suisse, la culture est, dans notre Constitution, du ressort des cantons. La Confédération suisse a très peu de compétences culturelles en dehors du cinéma. Et là, l'Office fédéral de la culture a dit, nous avons signé cette convention, nous devons faire un inventaire, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. C'est l'Office fédéral de la culture qui a été le point central chargé de le faire. Alors, dans la bonne tradition suisse, on a écrit à tous les cantons pour leur dire « vous devez faire l'inventaire, apportez-nous vos propositions » et l'Office fédéral de la culture a coordonné. Mais l'Office fédéral de la culture a pris une décision, c'est de dire en Suisse, on ne parle pas de patrimoine immatériel, on parle de tradition vivante. Donc on a donné une nouvelle définition à ce qui avait été les traditions paysannes, le folklore, le folk des années 70, l'art populaire, qui, je dirais, pour le XXIe siècle, s'appelle en Suisse les traditions vivantes. Tout cet exemple pour vous dire que, au-delà de ce qu'a dit monsieur le professeur Walter, où il faut replacer les traditions dans leur contexte historique, il est aussi très important de savoir qui sont les acteurs, qui sont les faiseurs de tradition, qui décrètent qu'est-ce qui est tradition ou pas. Alors je suis mal placée pour vous dire ça, parce que je fais partie des gens qui ont été mandatés parce qu'on m'a dit dans votre musée, vous connaissez ces choses-là, vous avez de la documentation. Donc j'ai été mandatée pour m'occuper de cet inventaire pour le canton de Fribourg. Comme nous ne sommes pas très nombreux à avoir accepté de travailler sur ce thème qui était un peu démodé scientifiquement en Suisse, on se retrouve à être un petit nombre de gens qu'on convoque, comme moi aujourd'hui. C'est pas pour rien que vous êtes tombés sur mon nom. On est comme ça une dizaine en Suisse romande et en Suisse allemande, qui nous retrouvons à être un peu les faiseurs de tradition, parce qu'on est ceux qui avons dû choisir qu'est-ce qui allait entrer dans cet inventaire, etc. Alors cet inventaire que vous allez retrouver, je vous incite à aller le voir sous traditionvivante.ch, lebendigetraditionen.ch, sur Internet, il comprend 167 traditions. Pourquoi 167 ? Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est un monument de la pratique telle qu'elle se fait en Suisse. C'est-à-dire que pour faire cet inventaire, on a dit chaque canton va contribuer. Les cantons ont amené leurs propositions, il y en avait quelque chose comme 400. Ensuite, on a nommé une commission avec un professeur d'université,
un délégué culturel des cantons, quelqu'un de l'Office fédéral de la culture, enfin voilà, un savant équilibre de personnalités, pour réussir à faire quelque chose d'un petit peu plus réduit pour correspondre au budget qu'on avait. Donc, à un certain moment, on a dit, ben voilà, dans les cantons, on va vous dire, sur tout ce que vous avez proposé, il va falloir en choisir entre 8 et 15. Alors, vous avez des cantons, et c'est là que l'histoire suisse est passionnante, il y a des cantons comme Neuchâtel qui ont dit, nous, on n'a pas d'argent, on ne fait rien. Vous avez des cantons comme le canton de Fribourg qui ont décidé, chez nous, les traditions, c'est important, c'est le gouvernement cantonal qui va décider de cette liste des 8 traditions. Vous avez des cantons libéraux comme Genève qui ont nommé un responsable et qui lui ont dit « débrouille-toi, fais ce qu'il faut ». Ils l'ont payé quelque temps et après c'était fini. Et il y a des cantons comme le canton de Vaud qui aime faire les choses de manière très établie, qui a carrément introduit un nouvel article dans sa constitution pour correspondre à ça. Donc vous voyez qu'en Suisse, on aime les détails dans ce genre de choses. Et ça vous dit que voilà, les traditions, c'est quelque chose qui n'est pas si simple à capter. Donc, effectivement, on peut se poser la question, qui sont les personnes qui pratiquent ces traditions? Qui sont les personnes qui les mettent en évidence, qui choisissent qu'est-ce qui est une tradition, qu'est-ce qui n'en est pas? Et ce que j'aimerais peut-être simplement vous dire, c'est que c'est quelque chose qui est très mobile, qui correspond à des besoins politiques fédéralistes, à des moyens financiers, parce que finalement, on peut payer quelqu'un pour faire des dossiers pour 8, 10 dossiers, ou moins, ou plus. Donc, on va devoir choisir lesquels vont être les plus importants, les moins importants. L'autre dimension qui est importante dans ces traditions, c'est l'aspect vivant. Et comme je le disais avec M. Walter dans le petit intermède, c'est assez intéressant de voir que, à la fois en Suisse, on prend conscience, comme il vous l'a montré, de l'importance d'un contexte historique qui a permis de faire émerger un certain nombre de traditions. Et en même temps, dans le contexte international, notamment celui de l'UNESCO et des commissions UNESCO, on nous dit « Oh, vous les Suisses, vous êtes toujours à vouloir ancrer les choses dans une histoire très ancienne. On n'a pas besoin d'aller si loin. Quelque chose qui se transmet depuis 1 à 2 générations, c'est une tradition. » On peut le comprendre parce que dans beaucoup de pays, dès que l'on remonte au-delà dans l'histoire, on tombe sur des conflits extrêmement violents dont la Suisse a été en bonne partie épargnée depuis 150 ans et qui fait qu'on a une appréhension un peu différente de ce contexte. Dernier aspect que j'aimerais encore souligner, c'est que ces traditions se créent et se recréent en permanence. Alors vous allez me dire, dans les traditions, c'est normalement ce qui reste. Dès que l'on examine, comme vous l'a suggéré M. Walter, l'évolution de certaines traditions qui sont nées pour la plupart d'entre elles au 19e, en tout cas celles que vous allez trouver dans la liste suisse des traditions, que ce soit certaines fêtes, que ce soit les costumes, que ce soit des pratiques sportives, que ce soit certains carnavals, la première chose qu'on remarque, c'est que ces traditions se sont énormément transformées et se transforment presque chaque année. Mais d'une manière presque imperceptible parce que ça vous donne l'impression qu'il s'agit toujours de la même chose. Mais dès qu'on regarde dans les détails, on voit que le carnaval de Bâle ou le costume fribourgeois évolue très rapidement, qu'il se met aux couleurs, aux modes de son temps. Je parle des couleurs des tissus comme des modes de communiquer qu'on va retrouver dans ces traditions. Et il y a encore un autre aspect qui est important aussi dans la manière dont on perçoit aujourd'hui ce qu'est la tradition, c'est ce que j'aimerais appeler le 2e degré. C'est-à-dire qu'on a développé en Suisse une culture de cultiver ces traditions qu'on a inventées. On sait bien qu'on les a inventées, mais on le fait quand même. Et on les aime bien quand même comme ça. Donc, vous avez des gens qui disent, oui, on sait que le costume, ça n'a pas été porté de tout temps par des jeunes filles qui faisaient les foins sans avoir attrapé de coups de soleil. Il n'empêche qu'on se reconnaît dans ce costume et on est bien obligé de constater socialement que ça existe. Que ça existe et que ça se crée encore aujourd'hui. Je vous donne un exemple. J'ai vu hier à la fête du 1er août à Vevey, mais on les voit même un peu partout parce qu'ils ont même été à la Fashion Week à Paris. Les sonneurs de cloches, il y a 2 groupes de sonneurs de cloches qui se sont créés il y a à peine une dizaine d'années en Gruyère. Il y a ceux de Wusternance et ceux de La Roche. Ce sont des personnes qui portent pas vraiment un costume suisse, mais enfin une chemise paysanne, qui prennent des cloches de vache et qui défilent en les faisant sonner.
avec un rythme ou une chorégraphie extrêmement simple qu'ils ont mis au point. Ils ont un succès fou, vous les trouvez dans toutes les fêtes, et ils ont un succès parce que, tant auprès du public que des médias, ils réveillent quelque chose qui va reprendre cette idée de ce fossile alpin dont parlait M. Walter. On a l'impression que ça remonte de très loin parce que ce sont des cloches, malgré tout, ça vous prend aux tripes. Or, on voit très bien que cette tradition des sonneurs de cloches, elle est née de l'intérêt pour les traditions. Parce que vous avez une tradition dans les Grisons qui s'appelle Calendamertz, où au printemps, les enfants prennent les cloches, font du bruit dans le village pour chasser l'hiver. Cette tradition a été mise en évidence par des albums pour enfants d'un graphiste Carigiette qui est devenu célèbre. Cette tradition est entrée dans la liste des traditions suisses comme une tradition grisonne. Puis il y en a d'autres qui se sont dit, mais en fait, ça irait bien. On pourrait aussi faire ça à Fribourg, on met nos chemises bleues qui font bien paysans de chez nous, et ça marche, et ça marche. Donc vous voyez que les traditions peuvent encore complètement s'inventer aujourd'hui. J'en aimerais citer une autre que j'ai remarquée hier en allant à des célébrations du 1er août à différents endroits. C'est le fait de s'habiller en rouge et blanc le 1er août. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, dans la région de Vevey, il y avait bien un tiers des personnes présentes qui avaient mis n'importe un jeans rouge et une chemise blanche ou des jeans blancs et une chemise rouge. Donc c'est pas une tracht, c'est pas un costume qu'on a fait faire, mais hop, on se met sur ces couleurs-là. Et j'ai été frappée de voir des gens de tous bords politiques le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est né suite à l'Expo 02. La première qui a commencé, c'était la conseillère fédérale Micheline Calmiret qui a mis des souliers blancs à croix rouge sur le talon et qui a un peu réhabilité le fait d'oser porter les couleurs fédérales sur soi. Donc vous voyez même que le costume évolue parce qu'on a ces costumes qui ont été dessinés au début du 19e. On a des chemises paysannes qui, depuis les années 70, ces chemises bleues à Edelweiss semblent être de costumes suisses. Et hier, on voyait plein de gens habillés en Suisse en mettant simplement des habits rouges et blancs. Voilà un petit peu quelques éléments que je peux vous donner sur les traditions. J'espère qu'entre-temps, la vidéo est au point. La vidéo est au point, mais on va quand même continuer et je vous apprendrai, vous ne le savez peut-être pas, que parmi les 10 livres les plus vendus dans le monde entier de langue française, le Heidi de Madame Spöri se place en 3e position mondiale. On parle de 150 millions d'exemplaires depuis, toute traduction comprise, etc. Je vous annonce ce scoop, ça vient d'être publié dans les livres hebdo qui parlent des livres dans le monde. Le Heidi fait partie des 10 œuvres les plus lues et vendues dans le monde. C'est une tradition pour une tradition. Je voyais Anselme qui notait, on va lui donner la parole 30 secondes. Est-ce que ces aspirations qu'on a entendues décrites par François Walter et maintenant par Isabelle Reboux correspondent à ce que vous avez ressenti, ce que tu as ressenti toi autour du monde pour les Suisses qui sont jeunes, nos Suisses dans le monde? Est-ce qu'il y a ce besoin viscéral à ce point-là ou est-ce qu'ils vont se reconnaître dans le routelier rouge avec le pantalon blanc? C'est comme ça que les lions de Suisse défilent à l'étranger. Est-ce que c'est la fondue? Est-ce que c'est les rechetiers? Comment les Suisses du monde, puis après on les entendra, ressentent ce besoin de patrie? Oui, ce qui est très intéressant quand on fait le tour du monde pour aller voir les clubs suisses, et en fait, il faut quand même dire qu'ici, et ça c'est aussi une tradition qui se met maintenant, les deuxièmes rencontres des clubs suisses à Pente, c'est déjà une tradition puisque c'est la 2e fois. Mais en fait, ces rencontres, ils se basent en grande partie sur des rencontres personnelles que nous avons eues avec les clubs différents, surtout les clubs qui viennent très loin comme l'Amérique du Sud. Et ce qui m'a frappé immédiatement, par exemple à Montevideo, on est allé voir tout de suite, je suis vraiment là tombé à la renverse, on est allé voir tout de suite avec les membres du club de Montevideo, le Guillaume Tell de Montevideo qui est une copie de Altorf, mais la même grandeur. Alors là, on s'est dit non mais c'est pas possible, donc je fais une photo. J'envoie une photo à Gianna Minna, le docteur Minna, qui est directrice du musée Vela en Suisse, du musée national, donc quelqu'un qui doit connaître tout, et elle me envoie par WhatsApp, mais je ne connais pas ce Guillaume Tell. Alors vous voyez, en fait, elle ne connaît pas, étant spécialiste de l'art monumental, et il existe
à Montevideo, et à Montevideo, on va tout de suite aller le voir. C'est-à-dire que c'est important pour les gens, et il est important pourquoi ? Parce que, en fait, les émigrants qui sont allés à Montevideo, étant tessinois, souvent, et aussi d'extraction radicale, donc anti-traditionnelle, ils ont mis le Guillaume Tell là-bas parce que c'est un symbole de liberté pour eux. Et donc le problème maintenant, c'est quelle est la tradition là-dedans et quelle est l'importance. Et j'ai vu pour tous ces clubs, à travers cet exemple, que la tradition pour ces clubs, c'est un moyen de se réunir. On se réunit le 1er août, je dirais presque comme dans les familles pour les mariages et pour ça, parce que le 1er août, c'est une fête qu'on peut faire ensemble. Donc c'est presque un prétexte, mais en même temps, il est réel, parce que les gens s'identifient. Les gens à Montevideo m'ont dit « Notre idéal de liberté, c'est Guillaume Tell ». La preuve, il est là, 5 mètres. Donc, le problème de tout ça, la tradition, elle existe réellement, ce que vous avez dit, même si c'est une invention sans arrêt, pour les gens qui la vivent, et nous tous, nous la vivons, c'est quelque chose comme si c'était depuis toujours ici, pour ça qu'il faut le garder. C'est ça l'idée. Et donc la question, est-ce que je sais si la tradition est inventée ou pas? Finalement, ce n'est pas important pour les gens qui vivent la tradition. Eux, ils disent que c'est depuis toujours, et peut-être c'est très bien comme ça. Peut-être juste, j'oserais ajouter que si elle est inventée ou pas, peut-être que ce n'est pas important. Malgré tout, je crois que le fait de savoir que c'est inventé, ça nous donne aussi la liberté de la faire évoluer. Et je pense que ça, c'est absolument important, c'est que une tradition vit dans la mesure où elle n'est pas figée sur quelque chose qui ne peut pas évoluer. Et tout ce que l'on peut faire comme étude là autour nous montre que toutes les pratiques ont évolué, se sont inscrites dans leur temps, ont répondu à des besoins de leur temps. Donc je pense que si chacun n'a pas forcément besoin de tout savoir du contexte historique, même qu'il reste indispensable et passionnant, malgré tout, ça nous donne un message important, c'est qu'on est capable du changement tout en gardant une manière de se relier à quelque chose. Après, il faut se poser la question de à quoi on se relie, avec qui on se relie, et parfois aussi sous quelle idéologie. Alors, on va passer le micro à François Walter. Je vais lui poser une question toute bête. Est-ce que dans ces époques de UEFA ou de Jeux Olympiques, on se relie au drapeau comme, François, tu es relié à tes chaussettes qui portent l'écusson rouge, le drapeau? Est-ce que le drapeau est suffisant pour, dans le monde entier, qu'on se dise, on voit le drapeau, on se sent chez soi? Oui, ce que je trouve important de dire, c'est que, évidemment, les traditions, on ne sait pas exactement depuis quand elles existent. Et moi, j'ai fait un plaidoyer pour qu'on étudie très précisément, du point de vue historique, à quel moment les choses changent, à quel moment les éléments se mettent en place. Parce que sinon, on attend toujours, on demande toujours aux gens, et depuis quand vous faites ça? Et puis personne ne sait parce qu'on ne peut pas le savoir. Et comme la réponse ne vient pas, on a tendance à croire que, évidemment, c'est depuis toute éternité, et ça a toujours été comme ça. Mais à Interlaken, c'est les Swiss Chalets partout qui marchent pour les gens. Effectivement, pour le drapeau, c'est la même chose. Le drapeau, tout le monde le brandit, de plus en plus, et c'est relativement récent quand même, comme vous venez de le dire à propos de cette mode de s'habiller en Suisse, hein. Exhiber le drapeau suisse, oser exhiber le drapeau suisse, ça a toujours existé apparemment, parce qu'on a toujours vu dans les montagnes des mâts avec des drapeaux suisses. Je précise qu'en France voisine, on n'a pas le droit d'exhiber le drapeau français. En Suisse, oui, dans un jardin, comme aux États-Unis. Dans les pays voisins, c'est une pratique tout à fait nouvelle. Je pense en particulier à l'Allemagne, hein, où avant les années 1990, personne n'osait sortir un drapeau allemand parce qu'il y avait toujours quand même ce poids, hein, de la période de la guerre où on a fait un mésusage de ces emblèmes nationaux. Et il a fallu le football pour libérer en quelque sorte, hein, la conscience nationale et donner à tout un peuple, hein, la joie de pouvoir sortir un drapeau avec ces 3 couleurs et de montrer
qu'on appartenait à une collectivité. Donc c'est dire que le drapeau en soi, c'est un élément absolument fondamental. Et bon, en Suisse, on s'en rend peut-être pas toujours compte parce qu'on a tous à la fois les drapeaux communaux, les drapeaux cantonaux, et sans parler des armoiries des familles, hein, qui étaient aussi une des spécificités helvétiques, même si tout cela a été, encore une fois, fabriqué à un moment donné de l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'en ces périodes de mondialisation, on peut avoir ce débat? Est-ce que c'est un débat de contrées riches, de se demander ce que c'est nos traditions, ou c'est essentiel et on pourrait appliquer ça autour de la planète? Je vous laisse libre les trois, vous avez une réponse sans doute. Non, moi je répondrai très brièvement. Je pense qu'on est dans une nouvelle période qui est liée justement à ce contexte de la globalisation, de la mondialisation, où en même temps on vit tous à l'heure planétaire, mais en même temps on a besoin de se rattacher à des racines. Alors si on n'en a pas, si on n'en trouve pas, ben on est tout content de voir des racines inventées et on est tout prêt à adopter des traditions. Et c'est pas pour rien non plus que l'UNESCO, les conventions internationales se développent sur ce besoin fondamental de trouver des racines, un ancrage, alors que finalement nous vivons tous dans un monde virtuel et à l'échelle du globe et plus tellement à l'échelle du petit village. Isabelle Rabot. Oui, je pense qu'effectivement aujourd'hui dans la globalisation, on a besoin de définir qui sont ceux à qui on dit nous et qui sont les autres. Ça, c'est profondément humain. En même temps, on se rend compte aussi que dans ce domaine des traditions, il y a une grande évolution, mais que l'on a toujours aussi un peu de peine à capter. Pour revenir sur cet inventaire des traditions de la Suisse, tous ceux qui avons travaillé là autour, on était tout à fait conscients que l'on devrait pouvoir capter l'apport des très nombreux immigrés en Suisse, et personne n'a réussi à le faire. Parce qu'on a des structures politiques qui font qu'aucun canton n'a voulu mettre dans les traditions qu'il a mises sur la table, celles des Portugais ou des Turcs à Bâle ou des Tamouls ou de telle ou telle communauté, par une peur de stigmatiser ou de mettre l'accent sur une communauté plutôt qu'une autre. Ce qui fait que l'on a dissous ça dans le grand tout et qu'il y a aussi quelque chose d'un peu consensuel qui est venu là autour, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à vraiment aborder la richesse culturelle qui a été amenée par les immigrés. En Suisse, il y a quand même une très forte tradition amenée par les immigrés italiens qui aujourd'hui ne sont plus perceptibles en tant que tels, les Espagnols, aujourd'hui les Portugais, les gens de l'ex-Yougoslavie et du monde entier. Et en fait, c'est assez étonnant de voir comme, même dans un canton comme Genève, qui a la Genève internationale, on n'y est pas parvenu par crainte aussi de mettre le doigt sur les uns plutôt que les autres, de créer des relations incorrectes en mettant un lien trop fort ou trop exclusif entre Bâle et les Turcs plutôt qu'entre un autre endroit, etc. Ce qui fait que finalement, on est revenu dans une espèce de consensus. Donc il y a aussi toujours quelque chose dans ces traditions, mais c'est quelque part aussi une volonté de l'UNESCO avec le patrimoine immatériel d'être un peu sympa les uns avec les autres et d'éviter les sujets qui fâchent. Parce qu'il y a aussi beaucoup de traditions qui ne sont pas si joyeuses que ça. Hein. Il y a des manières de faire dont on n'aime pas forcément parler, on aime mieux en parler chez les autres, qui ne sont pas si agréables. Donc il y a aussi ce côté-là de se centrer sur voilà, ce qui est festif, ce qui réunit, ce qui fait plaisir et d'un petit peu évacuer ce qui peut fâcher, avec le risque de rendre invisibles des communautés, des personnes, des pans de la société qui ne sont pas encore considérés comme suffisamment aimables pour faire partie du grand tout. Donc ce n'est pas non plus un sujet qui est dénué de politique, au contraire, il y a un côté très fortement politique là derrière.